émission et je vais recevoir mon chéri Jonathan Solomon. Qu'est-ce qui m'a manqué? Salut Jonathan. Ça fait longtemps. Beaucoup trop, beaucoup Trop longtemps. Comment ça va? Mais ça va, par contre, il n'y a aucun contraste, frérot. T'es blanc sur un fond blanc. Ah là là, trop de soleil derrière moi, c'est pour ça. Ah ouais? Bon, alors on ne te voit pas très très bien. En revanche, on va t'écouter. Comment tu vas, mon Jonathan? Je rappelle que tu es entrepreneur, ancien trader et fondateur d'une plateforme de notation et d'analyse crypto qui s'appelle Aria Crypto. Aria. C'est bien ça? Exactement, exactement. Comment tu vas? Ça va très bien. Tout va très bien. Écoute, tout est vert, tout monte. On est content. Ah, alors super. On va rentrer un peu dans le détail parce que c'est vrai qu'on a 3 semaines d'analyse à faire, ou presque un mois. Je ne sais plus c'est quand que tu es venu la dernière fois, mais on va faire ça fait un moment. là-dessus. Alors, d'abord, effectivement, on se rend compte que c'est plutôt vert en ce moment. Oui, vraiment. Bullish, comme on dit. C'est ça. Écoute, globalement, de l'optimisme, de la hausse, du vert partout. On va commencer par les marchés européens qui digèrent tranquillement l'accalmie des Américains sur le front des tarifs douaniers, autant avec l'Europe qu'avec la Chine. Et les négociations avancent pour le coup dans le bon sens. En début de semaine, on s'attendait à une baisse d'ailleurs des tarifs chinois annoncés initialement au-dessus de 100%, avec une réciprocité quasi similaire. Et là, bonne surprise, les Américains ont baissé leurs tarifs à 30% quand les Chinois les ont baissés à 10%. Donc, une double bonne nouvelle pour les marchés européens qui, d'un côté, sont soulagés par cette accalmie et ce retour à la raison, si on peut appeler ça de la raison, et par le fait qu'ils commençaient à anticiper un tsunami de produits chinois qui était censé se déverser sur l'Europe et qui aurait, pour le coup, complètement redessiné le commerce mondial. Alors, effectivement, pour expliquer, si les droits de douane augmentent sur les produits importés aux États-Unis, il y aurait eu une réciprocité dans les pays qui exportent. En l'occurrence, l'Union européenne aurait mis également des droits de douane importants sur les produits américains importés. Et donc, forcément, les consommateurs se seraient tournés vers des produits, par exemple, un peu moins chers. Et on peut parler de l'exemple de la voiture électrique, qui est vraiment l'exemple dont tout le monde parle en ce moment, avec BYD, je crois, BYD, c'est ça, un truc comme ça. BYD, oui. Voilà, qui est devenu aujourd'hui un des plus gros vendeurs de voitures électriques. Là, ils ont inauguré une usine. C'est la taille d'une ville. Enfin, c'est absolument énorme. Ils produisent, je sais pas, genre une voiture à la minute ou un truc comme ça. Bref, c'est un truc de ouf. Et donc, effectivement, on aurait pu voir, mais c'est pas fini, attention, hein. Elles vont arriver, les voitures, hein, parce qu'elles sont beaucoup moins chères que Tesla et qu'il paraît qu'elles sont de très bons standards, mais bon, on y reviendra. Mais voilà, donc c'est juste pour expliquer pourquoi on pensait qu'il aurait pu y avoir, mais je pense que c'est quand même pas mort pour rien. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir quand même, c'est que le bras de fer, le pari de Donald Trump, peut-être dire, voilà, je vais envoyer une sidération sur les marchés et sur les produits qui sont importés chez nous. Je vais promettre du 100-200% de droits de douane. Mais finalement, il revient à 30, mais 30, c'est toujours plus qu'avant. Donc, en vrai, exactement, ça permet quand même aux États-Unis d'engranger du cash, parce qu'il ne faut pas croire, 1% de droits de douane, c'est des milliards de dollars. Donc, bon, c'est quand même un pari plutôt gagnant. Et il a montré aux gens, surtout, qu'il faisait ce qu'il avait dit, parce que c'était dans le programme. Hein. On s'étonne aujourd'hui, mais il avait prévu qu'il allait rebattre les cartes au niveau des rapports de force commerciaux. Et surtout, il a bien envoyé le message à tout le monde qu'à tout moment, ça peut recommencer. Donc, il crée une fébrilité quand même sur les marchés. Donc, certains disent, ouais, il a abandonné, il a perdu, il a baissé les bras. Quand tu regardes à la fin la bottom line, il est quand même sorti vainqueur de cette histoire. Mais c'est la méthode Trump et c'est ce qu'il a fait à son premier mandat. C'est-à-dire, je commence par instaurer le chaos partout et ensuite, je reviens à une espèce de normale qui était moins bien qu'avant et où tout le monde est content. Et c'est exactement ce qui se passe. Là, aujourd'hui, même avec les Anglais avec qui il vient de signer un deal là, de commerce, les Anglais sont très contents d'avoir signé avec les Américains, mais en attendant, ils ont moins bien que ce qu'ils avaient au mois de janvier. Exactement. Mais alors, par contre, sur le premier mandat, alors, je ne sais pas si on peut parler de chaos, hein, parce que pour moi, à l'époque, quand il est arrivé… Alors, c'était pas sur les tarifs, mais on parlait de chaos. Il avait commencé sur l'immigration. Je ne sais pas si tu te souviens, il avait interdit à 7 ou 8 nationalités de rentrer aux États-Unis. Ça, c'est pas un… d'accord. Ah oui, alors et ça, les mecs, voilà, et ces nationalités, les gens ne pouvaient même pas sortir des États-Unis parce qu'ils disaient on va plus pouvoir rentrer chez nous derrière. Et ça a été un bordel monumental. Ça. Et tu vois, pour le coup, ça a permis quand même d'instaurer l'idée selon laquelle ce serait plus si simple
C'était des pays musulmans d'ailleurs. Exactement. Et il avait dit effectivement qu'il fallait limiter un petit peu l'entrisme islamique aux États-Unis, dont on ne parle pas, mais qui existe. Mais ok, donc sur ce sujet-là, je vois. Ouais. Et encore, à l'époque, il avait moins les coups des franches. Il n'avait pas de majorité, ou alors elle était faible et fébrile, et puis il ne connaissait pas l'administration. Là, il a eu 4 ans pour se préparer, il a la majorité partout, donc effectivement, ouais, ça peut augurer des choses sympas. En tout cas, nous, on l'a vu dans la crypto, parce qu'évidemment, au moment où on pensait que le bear market était de retour, et le marché a repris, évidemment, ça a fait plaisir à tout le monde. Alors, on va revenir un petit peu à la chronique. Effectivement, tu dis, donc, le marché a évidemment réagi très positivement à cette normalisation des relations commerciales. Exactement. Écoute, le marché est très optimiste. Il a même été euphorique en début de semaine et on voit depuis 2 jours quelques petites prises de bénéfices, mais on sent que les bourses restent pour le coup beaucoup plus sensibles aux bonnes nouvelles et qu'il y a un sentiment très bullish qui s'installe. Et donc, du côté des États-Unis, pareil? Alors, côté américain aussi, on suit la même tendance pour les mêmes raisons. Et en fait, une bonne surprise supplémentaire, c'est les chiffres de l'inflation qui sont sortis stables alors que tout le monde anticipait une hausse due aux tarifs douaniers. On n'en est évidemment pas encore à parler de baisse des taux, mais pour le coup, c'est vraiment un premier signal encourageant. Je crois que l'inflation est à 2,3 à la place de 2,4. Donc, je crois que l'inflation a même… alors, ça a l'air tout con, 2,3 au lieu de 2,4, on peut se dire c'est pareil, mais non, en fait, dans une économie comme les États-Unis, 0,1, c'est énorme, en fait. Donc, même ça, c'est plutôt encourageant. Et ça Exactement. permet alors, c'est intéressant d'analyser ça au niveau monétaire parce que… Vas-y, pardon, Jonathan, tu voulais dire… Non, mais ce que je voulais dire, c'est que pour le coup, avec ces histoires de tarifs, tout le monde s'attendait à une forte hausse de l'inflation, quoi. Personne s'attendait à ce que ça continue à baisser et les banquiers centraux disent même qu'ils vont atteindre leur objectif de 2% a priori cette année. Alors, c'est intéressant. On posait la question il y a 3 semaines, on voyait le drame arriver. Mais alors après, encore une fois, moi j'ai toujours tendance à me dire à qui on pose la question en même temps. C'est-à-dire que comme la plupart des médias, la plupart des chroniqueurs et éditorialistes sont anti-Trump, de toute façon, ils vont te dire, quoi qu'il arrive, qu'il va amener les 7 plaies d'Égypte. Donc par contre, si tu regardes des médias alternatifs, des médias anglophones, dans lesquels il y a une analyse peut-être un peu plus critique, un peu plus fondée, c'est pas si simple que ça. Moi, j'entendais déjà à l'époque de dire que les droits de douane n'avaient pas forcément avoir un impact négatif sur l'inflation. Pourquoi? Parce que par définition, si tu mets les droits de douane, il y a 2 solutions pour l'entreprise. Soit elle compense les droits de douane en augmentant ses prix, mais la réalité, c'est que le consommateur, il ne va pas payer son iPhone 3000 $. Donc, soit tu réduis ta marge, soit effectivement, tu augmentes un petit peu tes prix, mais comme les États-Unis, eux, ils engrangent de l'oseille, forcément, avec tout ça. Et s'il faut une politique de redistribution, de baisse d'impôts, etc., au final, tu as un effet… Ça se compense. Qui peut se compenser et qui, in fine, et c'est le pari de Trump, et on verra, est-ce qu'il va être gagnant ou pas, nul ne le sait, mais en vérité, c'est pas si automatique que ça. Et ça, on va dire quelqu'un d'un petit peu neutre, ou pas trop politisé, va te le dire, mais quelqu'un qui est politisé au possible et pour lequel Trump, c'est un taré, qui n'a rien compris, qui fait n'importe quoi et tout ça, il va te dire, mais l'inflation, elle va exploser. Et donc, c'est bien parfois que la réalité fasse retomber un petit peu les pieds sur terre à ces éditorialistes qui sont souvent plus des militants. Alors, tu voulais dire un peu un mot sur les taux longs américains. Et ça, c'est hyper important. Oui, justement, puisqu'on parlait de taux, il faut parler des taux américains qui sont à un plus haut de 2023, à 4,55% pour le 10 ans américain. C'est énorme pour le coup. En gros, c'est quelqu'un qui veut acheter de la dette, donc une obligation, c'est des bons du trésor américain, c'est ça, hein? C'est je prête. Quelqu'un qui prête de l'argent aux États-Unis, les États-Unis lui payent 4,55% d'intérêt par an. Et c'est très élevé parce que jusqu'à présent, quand tu prêtes aux États-Unis, c'est un peu le placement le plus sûr du monde, normalement. Exactement. C'est ce qui est considéré comme le… Normalement, le taux n'est pas très élevé puisque le taux finance le risque. Mais là, les taux étant très élevés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les marchés considèrent que le risque de défaut des Américains, parce que c'est le risque ultime, hein, bien sûr. C'est ça, oui, bien sûr. Ce risque-là, il augmente. Alors, justement, pour le coup, normalement, c'est censé être inversement corrélé au marché actions et aux cryptos. Parce que plus tu as un taux haut sans risque,
moins tu as besoin de prendre de risques sur les actions et sur les cryptos. Et donc, normalement, tu te retires de ces actifs pour aller te mettre sur des obligations. Là, ce n'est pas le cas pour le coup. Les marchés sont au plus haut, la crypto aussi. Le fait que le 10 ans américain soit à 4,55, ça montre juste qu'il y a une incertitude à long terme, malgré justement cette accalmie à court terme. Je veux juste rappeler que les tarifs ont été gelés que pour 90 jours. Et en fait, personne ne sait ce qui va se passer après. Les tarifs, c'est les droits de douane. Je te dis ça parce Exactement. que pour nous, c'est clair, mais c'est le mot anglais, tariffs, mais on parle bien des droits de douane. Exactement, tu fais bien de le préciser. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelques pays, comme la Grande-Bretagne, qui ont anticipé le mouvement et qui ont signé un deal commercial avec les États-Unis. Deal, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a très bien été perçu par le marché, même si pour le coup, c'était pas le deal de libre-échange que les Anglais rêvent avec les Américains depuis le Brexit. Évidemment. Alors, ce que tu as dit, j'en ai parlé récemment, je ne sais plus si c'était au Crypto Daily ou dans cette émission, mais ce que tu dis là est absolument fondamental à comprendre. D'ailleurs, si tu as un petit peu de temps, je pense qu'on va prolonger un tout petit peu la chronique. J'ai prévenu mes invités d'après de cela. Ce que tu as dit là, évidemment, n'a été abordé nulle part sur LCI, mais c'est fondamental. Il faut comprendre qu'il y a un arbitrage qui se fait de la part des investisseurs entre si le marché sûr, on va dire, le marché obligataire est très intéressant, bah, je n'ai pas intérêt à aller investir sur du marché action, marché action ou crypto, qui est vraiment le summum, entre guillemets, du marché risqué. Quand, en revanche, les taux obligataires diminuent, bah, à ce moment-là, il faut quand même aller chercher du rendement pour compenser l'inflation, pour satisfaire les clients, etc., quand tu es un gestionnaire d'actions, d'actifs, etc. Et là, dans ce cas-là, tu vas te tourner plutôt sur les marchés actions et en l'occurrence aussi sur les marchés crypto. Pour la première fois, depuis vraiment très longtemps, je ne vais pas te donner de date, mais depuis très longtemps, la corrélation ne s'est pas faite du point de vue, en tout cas, des taux longs aux États-Unis. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, on a perdu Jonathan. Je pense qu'il va revenir bientôt, mais je continue avec… Ah bah, il est là. On t'avait perdu. Je suis là. OK. Donc, et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première fois, les États-Unis ont perdu d'une certaine manière leur place de réserve de valeur, entre guillemets. C'est-à-dire que même en temps où normalement on devrait aller investir sur de la dette américaine, quand les marchés sont un peu fragiles, eh ben, c'est plus le cas. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou parce que le dollar, et je vais donner mon explication et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Parce que le dollar est censé être la monnaie de référence. Et donc, normalement, sachant qu'ils peuvent en imprimer comme ils veulent, normalement, tu es à peu près sûr d'être remboursé. Bon. Mais parce qu'en fait, à l'époque, les États-Unis avaient aussi le pouvoir militaire. Ils savaient très bien que s'il y avait le moindre problème, ils allaient pouvoir intervenir pour aller régler le problème. Sauf que comme il y a une politique d'isolationnisme, entre guillemets, où en fait, on ne veut plus intervenir, et comme on a plus ce rôle de gendarme du monde, ou gendarme, ou plutôt d'empire américain, tu ne peux pas à côté avoir aussi le pouvoir de la monnaie, etc. Et donc, pour moi, c'est du point de vue des marchés, c'est ça. Tu ne peux pas te prévaloir d'être un placement sûr à 10 ans si tu n'as pas les GIs américains. Tu vois, et je pense qu'il y a un peu de ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a de ça. Et il y a aussi, bon, tout ça, c'est très géopolitique. Et en fait, ça tourne autour de ce que tu dis. Le fait que la dette soit haute, c'est aussi dû au fait que les Américains ont beaucoup emprunté en 2007-2008. Ils ont emprunté, ils ont vendu leurs dettes à des pays étrangers, dont en l'occurrence la Chine, le Japon et d'autres pays, qui là, avec les droits de douane, qui était censé faire baisser les taux, pour le coup, c'était un peu le plan de Trump, de dire je fais baisser les taux pour aider les Américains à rembourser leurs crédits et pour relancer la consommation. Ces pays, comment dire, contre ces fameux droits de douane, ont revendu la dette américaine et ont fait grimper les taux. Donc là, on parle de la Chine, on parle du Japon notamment. Et effectivement, ça, c'est un rapport de force qui s'inverse parce que jusqu'à présent, il faut aussi le comprendre et c'est important, c'est que le déficit commercial qu'avaient les États-Unis, ça ne les dérangeait pas parce que ceux qui étaient en excédent, ils utilisaient cet excédent de dollars pour acheter de la dette américaine. Donc, il y avait un deal, en fait. Sauf que comme ce deal aujourd'hui est moins respecté, puisque la Chine, elle a utilisé ses excédents
pour investir dans de l'infrastructure, alors que les États-Unis ont utilisé leur dette essentiellement pour maintenir leur niveau de vie. Et la réalité, c'est que la Chine, aujourd'hui, elle a tendance à vendre justement les obligations américaines, de créer une pression vendeuse latente, ce qui a tendance Exactement. à augmenter les taux, forcément. Et donc, ça crée un rapport de force qui est particulier. Et c'est pour ça que l'ennemi de Trump, c'est pas l'Europe, ils sont tape complet, c'est la Chine. Surtout si, dans un contexte de guerre russo-ukrainienne, la Russie a tendance de se rapprocher de la Chine. Et là, tu as raison, ces rapports de force sont majoritairement géopolitiques. Et finalement, l'économie est la résultante de ça, ou parfois une solution qui permet de calmer. Mais il faut bien comprendre, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe sur les marchés si vous n'avez pas une vision géopolitique des rapports de force entre les pays. Et c'est là, on a essayé en l'espace de quelques minutes de vous en parler. Alors, passons maintenant un petit peu à la crypto, Jonathan, si tu veux bien. Alors pour la crypto, écoute, on voit du vert aussi, un regain d'optimisme similaire, un Bitcoin au-dessus de 100 000 $, un Ethereum qui se reprend à 2 600 $ après une hausse de 45% depuis le début du mois. C'est à noter. On l'a beaucoup vu baisser ces derniers mois, et là, plus 45% en 15 jours, ça a le mérite d'être cité. Non, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment c'est le truc, on n'y croyait plus, quoi, tu vois. Donc, bon, voilà, il y en a, alors, ceux qui sont exposés à Ethereum, ils s'étaient dit, OK, bon, on est mort. Et là, évidemment, la hausse, alors attention, on est loin de la TH, évidemment, si on compare à Bitcoin. Malgré tout, cette hausse, elle a quand même fait plaisir à beaucoup de monde, ça c'est sûr. Mais l'avantage, c'est la relation de la dominance de Bitcoin. C'est pour ça que là, on va parler des altcoins. C'est qu'on voit la dominance Bitcoin qui était à 65 ou un truc comme ça, au plus haut, et qui là commence un peu à dévisser. Est-ce que ce ne serait pas bon signe pour les altcoins, ça, dis donc? Alors, c'est possible, c'est très possible. Et puis, de toute façon, c'est un peu le schéma qui se passe à chaque fois. Bitcoin monte d'abord tout seul, prend la dominance, et puis après, il en relâche sur les altcoins. Cette semaine, c'est EtherFi, le token qui prend le lead avec une hausse de 37%, suivi par plusieurs protocoles DeFi pour le coup. Grass, Radium, Solana Swap, Zibu et Pendle. Donc, c'était vraiment la semaine de la DeFi. Mis à part ça, il n'y a pas eu d'autres grosses hausses, mais comme tu dis, à suivre la dominance de Bitcoin qui peut amener derrière à une alt season. Merci beaucoup, mon Jonathan. Ça m'a fait C'était un plaisir. plaisir. On se dit semaine